Bonjour à tous, je suis Enelias et j'ai mis la main sur un grimoire qui me semble très intéressant. Il s'agit de Tétra, livre de règles, et nous allons le feuilleter tous ensemble. Attends, comment ça, on va le feuilleter tous ensemble? On est sur internet là, on va pas montrer le bouquin à tout le monde. Et à qui je l'honneur? Conrad, je suis l'auteur du bouquin. Ah, ça tombe bien, je vais avoir plein de questions à poser sur Tétra justement. Comment ça? Parce que je pense que les gens ont envie de savoir ce que c'est. Et j'ai déjà une première question. Sur la couverture que je vois, j'ai des personnages qui semblent venir d'univers différents. Alors, pour commencer, ils viennent pas d'univers différents, ils viennent de l'univers de Tétra. C'est simplement parce que ce jeu il est inspiré de pas mal de choses. Et ces personnages, on voit, il y a des pirates, des chevaliers, une princesse, chasseurs, magiciens. Donc c'est très très vaste en fait. Bah, c'est peut-être l'occasion de le découvrir. Bon, ouais, ok. Ah, on attaque donc avec la table des matières. Donc la table des matières, oui, alors donc, bon, on va peut-être pas expliquer toutes les règles à tout le monde, on va juste feuilleter comme ça. Il semble déjà que le livre est conséquent. Oui, puis j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer les règles du jeu. Il y a juste un truc à dire, c'est qu'il y a une partie spoiler hein, avec les légendes et les contes. Donc on dira à ce moment-là, s'il y a des joueurs qui regardent la vidéo, qui n'allent pas plus loin. Sinon, que dire? Le jeu, donc j'ai dit c'était un jeu tactique. Inspiré de JRPG, comme on voit la liste des inspirations. Secret of Mana, je sais pas si tu y as joué, non? Malheureusement, non. Zelda, peut-être? Oui. Voilà, Zelda, moi je suis Zelda 3, l'un des meilleurs Zelda, donc très une grosse source d'inspiration. Et donc ça se joue avec un set de dés complet, des 4, 6, 8, 10, 12, 20. Top. Ouais. Complet. J'ai le 4, 6, 8, 12, 20. Il manque le 10. Oui, il manque le 10, effectivement, il manque le D10. Le D10, il est caché un peu plus loin, on va le voir. Je ne l'ai pas mis exprès parce que je l'ai utilisé sur une autre page en fait. Et les sets de dés qu'on va trouver dans le livre, ils sont vraiment complets à chaque page en fait. Ce qui me motive encore plus à découvrir le reste du livre. Voilà, et pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Un petit cadeau. Donc restez jusqu'au bout. Donc je commence le livre par quelques pages d'explication de ce qu'est un jeu de rôle. Alors il y a toujours un débat, est-ce que dans un jeu de rôle on met l'explication de comment jouer au jeu de rôle? Moi j'ai tendance à dire que si on débute avec ce bouquin-là, au moins on a un lexique avec les bases des termes pour comprendre. Parce que la première fois, alors maintenant il y a internet, tout ça, mais la première fois que tu ouvres un bouquin de jeu de rôle à l'époque, dans les années 80, tu te trouves avec des formules genre 2d6 plus 3, tu comprends rien du tout. Alors là, maintenant, au moins, tu as le lexique, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est la base, quoi. Alors, le monde de Tétra, on va arriver sur la description du monde. Donc, un joli dessin avec un château, une espèce d'arbre bizarre. Donc, illustration de Mustapha Benabi, on ne l'a pas dit, qui a fait toutes les illustrations du jeu. Moi, je me suis occupé plutôt des graphismes et de la maquette. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un univers un petit peu feel good, un bon esprit et puis une envie de partir à l'aventure, donc une envie de voyage, quoi. Donc je pense qu'il a bien représenté le départ des aventuriers qui vont explorer le monde en fait. Et donc le monde, voilà. Déjà, il y a des pièces d'or, ça m'intéresse. Normal pour un voleur. Donc la carte du monde qui a été faite, alors c'est moi qui l'ai dessinée sous Photoshop et avec des assets de Incarnate, logiciel Incarnate. Et l'idée c'était d'avoir le royaume de Tétra qui est un petit peu l'univers médiéval, le royaume un peu francophone, quoi, enfin européen on va dire. Au centre de la carte. Au sud, on a le royaume de Sable Brûlant qui permet de faire des scénarios, de jouer des scénarios qui sont de couleur un petit peu mille et une nuits pour ce qui est des contes. Alors que le royaume de Tétra, on va avoir des scénarios plus axés contes européens. L'archipel des Lunes, si on a envie de donner une couleur de piraterie, jouer du Pirate des Caraïbes par exemple. Ouais, Jack Sparrow. Ouais, exactement. Tout en haut, on a la région de Perce-Nuage avec la cité volante qui accueille des magiciens très puissants. Donc là, tu vas partir plus dans une ambiance Harry Potter, par exemple.
Et puis, Et puis il y a Sombre Cœur, là, je vois. oui, alors, ouais, bon, Sombre Cœur, ça intéresse pas grand monde. C'est un endroit un petit peu, voilà, c'est des marécages, c'est pas terrible, terrible, quoi. On n'en parle pas plus que ça. C'est pas. Ah, dommage. Donc le royaume de Tétra, donc j'ai fait du classique pour le royaume, même pour ainsi dire du cliché, pour que on va dire les jeunes joueurs soient pas perdus et pour ne pas avoir à réinventer la roue en fait, tout simplement. Donc on a des chevaliers, on a la loi avec une loi féodale avec le roi, les seigneurs, les chevaliers et puis les roturiers. Et juste ouais, un petit point au niveau des croyances. Dans les JRPG dont je me suis inspiré, là on a parlé de Secret of Mana par exemple, il n'y a pas vraiment de religion, on n'a pas voilà, de religion avancée. Donc là l'idée c'est de mettre enfin voilà, dans cet univers d'avoir une religion qui est un petit peu calquée sur les faits en fait, et sur les éléments, les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et puis l'air, hein, donc avec des temples et puis des prêtresses qui vénèrent ces éléments et ces fées en fait. Ouais, c'est plus proche de la nature. Ouais, c'est plus un peu comme du Shinto japonais, quoi, de l'animisme. Alors après, on va explorer les régions du royaume en gros de Tétra, donc en commençant par les plaines fertiles. Donc un endroit plein de ressources, ouais, très riche, avec à sa tête le marquis Johan. Que dire sur cette région? Ben, le marquis, il a une unité de hussards qui parcourt le royaume, qui envoie des messages à droite à gauche pour pouvoir un petit peu coordonner les différentes régions. Et du coup, son blason, il est jaune, parce que c'est un petit clin d'œil à la poste, en fait, tout simplement. C'est idiot, mais ça m'a fait rire. L'épée d'argent, donc la région de l'épée d'argent, donc c'est des chevaliers qui ont plutôt tendance à détester la magie et qui pourchassent les sorciers pour monter des bûchers et brûler les êtres malfaisants en fait, tout simplement. Tant qu'ils ne courent pas pour les voleurs, moi. Oui, alors bon, ils chassent aussi les criminels, hein, alors fais attention. Un voleur n'est pas forcément criminel, hein. Ça se discute, ça se discute. De toute façon, j'étais à l'œil. Le collège de magie, donc qui forme les magiciens qui sont assermentés et qui sont autorisés à exercer la magie dans le royaume, avec donc à leur tête le puissant maître Zachary. Joli costume, joli bâton. Alors oui, donc son bâton, en fait, on voit, hein, c'est un bâton c'est le bâton des flammes, qui est un puissant artefact qui permet de contrôler la magie du feu, très 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 puissant en fait. On va voir, il y en a plusieurs en fait des bâtons magiques comme ça. Il y a le bâton des vents qui est accessible aux joueurs à la création en fait. Rive Douce. Rive Douce, c'est une région portuaire avec une grande cité. Et une jolie dame. Voilà, donc la comtesse Vivienne qui est à la tête de cette cité et qui, elle, mise, on va dire, sur la technologie. Elle va essayer voilà, de développer des machines à vapeur, ce genre de choses. Ça fait une ambiance un peu plus steampunk, hein, dans cet univers. Alors, l'inspiration derrière, c'est la série des jeux Dark Project. Je ne sais pas si tu connais. Si, énormément. Voilà. Et... voleur. Ouais, normal. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu inspiré de cet univers qui est présenté dans Dark Project pour décrire cette cité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc du coup, on voit il y a des dirigeables sur l'image. Avec de la fumée qui sort des tours. Alors, juste une petite anecdote. L'illustration, ici, c'est la deuxième illustration qu'a fait le Mousse pour cette partie. Au début, je lui avais décrit une ville portuaire. Et d'ailleurs, je vais incruster l'image, la première image qu'il avait fait. Il avait fait une ville portuaire avec des maisons un petit peu alsaciennes, mais elle était un peu trop bucolique, un peu trop, on aurait dit presque un village de campagne, et pas une ville industrielle. Donc du coup, il a refait l'illustration, en plus de nuit, donc on a une ambiance un peu intrigue. On imagine qu'il y a des assassins sur les toits ou des voleurs, quoi. Peut-être dans les égouts aussi. Vous aimez bien les égouts? Personnellement non, mais
Alors, Sombre Cœur, bon, bah, Sombre Cœur, voilà, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est des marais, c'est putride, c'est... Voilà, il y a un vieux château, enfin... Le seul truc à dire, c'est que en fait, il y avait... Avant, cette région, elle était rattachée au royaume de Tétra, mais le seigneur qui est à sa tête a fait sécession, et bah, son nom a été effacé des archives royales, et on l'appelle maintenant le Baron Noir. Mais voilà, puis les gens qui vivent là-bas, ils sont peu fréquentables. Pourrait être intéressant pourtant. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à voler sur ces terres. Ouais. L'archipel des Lules, par contre, Ah, ça sent le trésor, ça sent la richesse. ah ben, si t'as un trésor et que t'as envie de l'enterrer dans le sable, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Si tu veux le déterrer aussi. Donc là, ben ouais, on est dans du classique avec des îles, des pirates, une région qui est dirigée par un conseil de capitaines pirates. Si on regarde la carte, on voit qu'il y a un temple indigène. Donc on imagine qu'il y a un peuple indigène un peu du style des Incas en fait. Et donc il y a certainement des choses à explorer là-bas. Ah ouais, ça peut être. Par contre, c'est isolé quoi. C'est isolé, pour y aller, il faut soit y passer par la mer, soit apprendre à voler ou à se téléporter. La région de Sable Brûlant. Désertique. Voilà, donc là, ben, c'est les caravanes de marchands, les oasis. C'est bon. Donc, à la tête se trouve le sultan Musan. Et donc, il y a quelques intrigues assez intéressantes. Notamment, il y a une guilde de marchands qui est très très puissante, qui règne sur une partie de la région et qui est, on va dire, en rivalité avec le pouvoir du sultan. Et donc, ça augure des conflits politiques assez intéressants, en fait. Ça fait les aristocrates contre les marchands. Contre les bourgeois, les ouais, bourgeois, tout à voilà, fait. c'est le terme. Perce Nuage. Donc, Perce Nuage, ben, cité des magiciens. Alors, pourquoi cette cité volante? En fait, dans l'histoire, il y a eu une incursion de magie noire, donc de nombreux sorciers maléfiques ont commencé à envahir les régions, et donc les gens se sont rebellés contre les magiciens, ont commencé à sortir les bûchers et les fourches, et les magiciens les plus puissants se retrouvaient pourchassés, ils ne pratiquaient pas forcément la magie noire, ils ont décidé d'arracher une montagne, grâce à leur pouvoir, de la faire s'envoler dans le ciel, et ils ont construit une ville dessus. Et maintenant, ben voilà, en gros, le dicton, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et il faut vraiment avoir de la magie pour pouvoir les rejoindre. Donc, ils sont plus embêtés là où ils sont. Ça fait château de Miyazaki. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu l'idée. Alors, le truc, c'est que l'inspiration sur l'illustration, Mousse, il était parti. Alors, tu connais pas Secret of Mana parce que tu n'y as pas joué, mais il était parti du Fort Mana, qui est une sorte de vaisseau spatial. Et d'ailleurs, la première illustration qu'il a faite, et je vais la mettre là, la première illustration qu'il a dessinée, ben, c'est carrément presque un vaisseau spatial en fait. Et du coup, dans nos échanges, je lui ai dit, mais non, en fait, c'est une montagne qui a été arrachée, donc il a rajouté le morceau de montagne sous le château. Donc c'est assez marrant parce que comme on a les deux illustrations, on peut se dire que ben voilà, si jamais la montagne s'effondre, ben la ville elle peut quand même voler, quoi, si tu veux. Et donc là, on arrive à la partie aventure. Avec des gens qui partent à l'aventure. Ils ont l'air joyeux, innocents, se rendant pas compte de ce qu'est partir à l'aventure. Tu veux dire pour des joueurs de jeux de rôle qui vont aller se battre? Oui, en même temps, oui. Je ne m'attends pas à avoir des gens souriants. Alors l'idée, c'était vraiment de faire un jeu feel good avec... En fait, la plupart des jeux de rôle de fantasy, c'est des univers dark. Enfin, Donjons et Dragons, il y a un petit peu tous les aspects, mais si je prends par exemple Warhammer, où c'est ultra sombre, on a toute une liste comme ça. Et on a décidé de prendre le contre-pied en faisant vraiment un univers feel good. Où ouais, t'es là, tu peux jouer avec les plus jeunes, tu peux... fallait pas que ce soit oppressant. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti un petit peu sur vraiment des designs un peu bucoliques pour les têtes de chapitre, où on est dans la campagne et on a envie d'explorer. Alors, c'est pas le seul jeu à faire ça, hein. Il y a Ryutama, par exemple,
qui le fait aussi très bien. Et là, là sur cette page-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une double page, justement. Et ça révèle un truc, c'est que en fait, les illustrations, on a commencé à les travailler avec Mousse après avoir terminé la maquette. Et l'avantage de ça, c'est que quand on a maquetté, on va dire, tous les textes et puis des éléments graphiques, on se rend compte qu'on a une page en trop. Et du coup, ça nous permet de dire, bah, tiens, on a de la place, on va faire une double page à cet endroit-là. Ce qui n'est pas forcément possible si on travaille autrement, en commandant déjà les illustrations avant un illustrateur et en faisant la maquette après coup, quoi. Et du coup, justement, ouais, ça donne cette fresque qui est assez... voilà, cette ouverture en fait sur le monde, quoi, partir à l'aventure. Par contre, le chapitre derrière, c'est la création des personnages. Créer votre personnage, d'accord. Donc là, on va pas tout détailler, je vais faire simple et rapide. C'est c'est du classique, ouais. en origine. On répartit des points dans des caractéristiques, ça détermine automatiquement les dés qui vont être lancés et ce que j'appelle les énergies, la jauge de santé, de mana, etc. Et on retrouve les 4 éléments. Les 4 éléments qui permettent d'avoir, on va dire, l'aspect visuel avec les couleurs rouge, bleu, vert et puis violet. Et voilà, donc ça va très très vite, hein. On répartit 12 points là-dedans et on a créé son personnage. Après, l'étape suivante, donc, on voit le set 2D en haut à droite, là, qui est complet. Et hop. Et il est complet. Et là, on retrouve le D10 des premières pages, qui est en fait ici. Alors, pour dire que quand on obtient un 0 sur un D10, c'est un 10. C'est bête de le dire, mais en l'écrivant, c'est encore mieux parce que les nouveaux joueurs, ils ne le savent pas, ça. Et quand tu lis leur déception, quand ils jettent le dé et qu'ils obtiennent un 0, alors qu'en fait c'est un 10, voilà, ça fait mal au cœur. Donc là maintenant, on le sait, le 10, c'est le 0. Et donc là, la page des dons. Oui, alors on tire au hasard un don pour créer son personnage, une sorte de, on va dire, de super pouvoir, mais qui définit pas forcément la profession que tu vas faire, mais ça donne un bonus dans un domaine. Par exemple, spirituel, tu vas être très résistant contre la magie. Voilà, il y a le vigoureux, il va être très fort et très endurant, donc il va être bon au corps à corps. Même encore là, même si tu joues un magicien, avoir un magicien costaud, ça peut être intéressant. Alors, un truc, ils sont tirés au hasard parce que c'est des dons. Normalement, tu as un don, tu le choisis pas. Moi, j'aime pas trop le hasard dans la création des personnages, hein. Enfin, je sais pas toi, toi tu préfères optimiser, répartir des points. Comme un peu tout personnage. Ouais, hein. voilà. Et là, par contre, j'avais pas trop le choix pour des raisons d'équilibre, parce que sinon, je vais faire un magicien, je vais forcément prendre tel don, et puis de diversité. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, ce que les gens oublient, c'est que le premier paragraphe, là, il indique que le tirage peut être relancé si les autres joueurs ont obtenu le don que tu as eu au dé. Donc par exemple, tu obtiens curieux. Moi, je crée mon personnage après toi, je vais jeter le dé. Si j'obtiens aussi curieux, j'ai le droit de le relancer. Ce qui fait que si tu es le dernier joueur à faire ton personnage, tu as un gros avantage sur le choix de ton nom, parce que tu vas pouvoir rejeter le dé plusieurs fois, en fait. Et donc, autre élément aléatoire, c'est l'héritage. Donc là, pareil, on est tous d'accord, l'héritage, on ne le choisit pas. Il est dépendant en fait de l'origine, parce que tu choisis d'où tu viens quand même. Tu vas choisir si tu veux jouer quelqu'un qui vient du royaume de Tétra ou de Sombre Cœur ou que sais-je. Et là, là, tu tires aussi au hasard ton héritage. Et pareil, si tu obtiens un héritage qui a déjà été obtenu par les autres joueurs, tu vas pouvoir rejeter le dé en fait. Il y a des héritages qui sortent un peu de l'ordinaire quand même. Ouais, alors... Ils ont tous un petit quelque chose. Il y en a certains qui sont laissés à l'appréciation du MJ sur leur effet. Mais tu vois, par exemple, on voit la grenouille. La grenouille, imagine, c'est la grenouille qui parle. Donc, comme qu'on a dans tous les contes. Donc, est-ce que c'est un prince ou une princesse transformée en grenouille? Donc, c'est un élément super intéressant pour l'histoire. Et puis, à côté de ça, tu peux avoir, par exemple, les bottes de 7 lieues. Tu commences avec les bottes de 7 lieues. Ton personnage, il est super rapide dès le début, quoi, en fait. On a par exemple aussi la fée protectrice qui est directement inspirée de la fée clochette, quoi, en gros, si tu veux. Si je regarde par exemple côté sombre cœur, ce qu'on peut avoir d'intéressant, c'est on retrouve la fée qui est la fée prisonnière dans un bocal. Donc là, c'est un clin d'œil à Zelda qui est avec son filet à papillon puis qui attrape
qui attrape les fées pour les mettre dans un bocal. Moi, je trouvais ça, quand je jouais à Zelda, je trouvais ça un peu méchant. Donc, c'est pour ça que je les ai mis chez les sombres cœurs, qui sont un petit peu... voilà. On imagine, ils sont pas très sympas, ces gens-là. Ils ont d'ailleurs, ils peuvent hériter d'une fiole de poison. Donc, enfin, voilà. La flûte enchantée, ce genre de choses. La fameuse flûte enchantée, oui. Voilà. C'est pas... C'est des objets pas très sympas qu'ils ont. L'archipel des lunes, donc ambiance pirate, donc forcément le perroquet, la carte au trésor, le médaillon d'or. Le médaillon d'or, c'est un clin d'œil. Tu vois, le médaillon, il a une forme un peu bizarre, étrange. Donc en fait, c'est un clin d'œil aux mystérieuses cités d'or. Donc on imagine qu'il peut enclencher un mécanisme. Et voilà. Ça fait débarquer les autres mecs, on va rigoler. L'héritage de sable brûlant. L'héritage de sable brûlant, bah, tu vois, il y a un tapis par exemple. Le tapis, t'as ça comme héritage, c'est bof quoi. Sauf que t'imagines bien qu'il y a un rituel qui permet d'obtenir un tapis volant. Oui, après tu chantes ce rêve bleu. Par exemple. Et tiens, regarde, côté archipel des lunes, tu as la barre de gouvernail. Donc la barre de gouvernail, ouais, super, tu as une barre de gouvernail, ça te sert à quoi en fait? En fait, c'est la barre de gouvernail d'un navire qui a coulé, qui a été détruit. Et ben, il y a un rituel qui permet à partir d'un objet de constituer l'objet qui est cassé. Donc en gros, tu peux reconstruire ton bateau rien qu'avec la barre. Donc c'est comme si tu avais le volant de ta voiture et que tu fais apparaître ta voiture quand tu veux, tu n'as plus de problème de parking en fait. Donc il y a des petites astuces comme ça qui sont à chaque fois l'objet qui a l'air anodin t'apporte quelque chose d'assez... Sablier du temps, lampe merveilleuse. Alors Sablier du temps, c'est inspiré de... Prince of Persia. Exactement, Prince of Persia. Et puis la lampe merveilleuse d'Aladin, donc l'objet on va dire le plus cheaté du jeu, c'est-à-dire que tu commences... Alors il ne te reste plus qu'un sort sur les 3 que tu avais, enfin qu'un vœu je veux dire. Et tu commences avec un vœu. Je vais demander d'avoir plusieurs vœux. Ben justement, ce qui est drôle, c'est que donc il y a bien sûr un garde-fou pour le MJ, c'est que le génie qui est dans la lampe, il est un peu capricieux et si tu le prends pour un idiot ou tu veux faire des actions très très méchantes, genre allez-y tuez tout le monde, et ben il boude et il s'enferme dans sa lampe et tu peux plus le rappeler avant 1 an. C'est gênant. Donc tu le fais une fois puis après tu dis mince, faut que je fasse un truc un peu plus sérieux en fait. Ça permet un petit peu de pondérer les joueurs qui veulent casser, par exemple, un scénario. Ouais, faut que je le brosse dans le centre de la lampe. Quoi. Alors, une utilisation que j'ai eue en partie qui était très drôle, c'est le navire qui se fait attaquer par des pirates. Et le joueur qui a la lampe fait le vœu de téléporter le navire dans la cour du château du roi de Tétra. Et donc, les pirates, ils ont été surpris. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, tu y étais? Tu l'as joué, c'est ça? À l'époque, j'étais un pirate. Excellent. Et puis l'héritage de Perce Nuage. Donc là, on est très axé magie. Et on retrouve la barre de gouvernail. On retrouve la barre de gouvernail, mais c'est une machine volante. Donc c'est pas un galion avec les canons. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant chez eux? Ouais, tout est intéressant. Le haricot magique. Les haricots magiques. Alors ça te fait penser à quoi si je te dis conte haricot magique? Classique, Jacques et le haricot magique. Voilà, c'est ça, Jacques et le haricot magique. Mais si, je rappelle, c'est inspiré de JRPG, d'animé et de manga. C'est que si tu taxes manga animé, tu penses à quoi haricot magique? Maître Karine. Maître Karine? Dans la tour Karine avec les haricots magiques. Dans Dragon Ball. Eh ben c'est exactement ça. Eh ben en fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que si tu plantes ton haricot, il va pousser et tu vas pouvoir rejoindre la cité de Perce Nuage qui est dans le ciel. Et si par contre tu manges de haricot, tu récupères tous tes points. Donc, bien vu. Il y a par exemple le miroir de vérité qui est directement tiré de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc après, une fois qu'on a déterminé ton héritage, tu vas choisir, là, cette fois, ton académie et les pouvoirs qui te permettent de commencer. Donc là, par exemple, les maîtres d'armes qui permettent de combattre au corps à corps, les chasseurs qui permettent de tirer avec des armes à feu ou des arcs, les aristocrates qui sont très axés, on va dire, roleplay, avec des expressions. Oui, ça raconte quoi. Si on veut. Les expressions, ça permet aussi par contre en combat d'offrir un bonus, un avantage à toute l'équipe, un petit peu comme les bardes dans certains jeux. Le collège de magie donc, qui permet d'avoir accès au sortilège. Donc là, c'est vraiment des pouvoirs très très polyvalents. Et puis enfin, on finit par la roublardise avec les ruses.
Ça me plaît. Ça te connaît bien. Ça. Ah ouais, je connais un ami barbare qui aime pas la ruse, mais... Et la ruse, c'est pour les faibles, c'est ça? et puis après, Chrome va rire de lui, et il ira pas au Valhalla. Donc, Alors, les ruses, c'est plus axé sur les déplacements, puisqu'on va être sur des plateaux de jeu, donc ça va permettre de bouger, de traverser les ennemis, d'escalader facilement en fait le terrain en fait. La feuille de personnage, donc, magnifique feuille. D'accord. Ah, Moi j'aime bien les feuilles qui sont belles en jeu de rôle, parce que c'est un de mes joueurs qui me disait la feuille de personnage avec l'écran, c'est ce que les joueurs ont toujours devant le nez, donc il faut pas la louper quoi. Tu peux avoir un livre de règles qui est moche. Pour les joueurs, ils ne voient pas forcément l'intérieur du livre de règles, alors que la feuille de personnage, ils l'ont vraiment tout le temps sous les yeux. Donc c'est pour ça qu'il y a un effort qui a été fait quand même là-dessus. ouais, mais il y a un truc que je remarque. Ouais, Depuis le début qu'on feuillette ce livre, il y a des papillons de couleur, et là, ils sont tous blancs. oui, t'as bien vu. En fait, l'idée, c'est... il n'y a pas de système de points d'expérience, en fait, hein, puisque j'ai évité d'avoir plein de calculs dans les règles. Il doit y avoir une addition, mais sinon, j'ai évité de faire plein de calculs dans tous les sens. Donc du coup, pour l'expérience, comment ça se passe? C'est à chaque scénario, tu vas gagner un pouvoir. Et le pouvoir, par exemple, ça va être une frappe rouge, donc qui a attrait à la force. Donc le papillon qui est lié à ce pouvoir-là, il va être colorié en rouge. Et ça va te monter, en gros, ta force ou ton sens si c'est des tirs. Donc en plus d'aider, il faut décrire une couleur. Quoi. Exactement, oui. Mais en plus... il y a un espace pour dessiner ton personnage, il y a un espace pour dessiner ton blason, donc c'est... Quand tu as des jeunes joueurs à la tu peux table, personnifier ton blason. voilà. Quand tu as des jeunes joueurs à la table, que tu lâches les crayons de couleur, c'est excellent parce que là, ta feuille. Enfin, je dis jeunes joueurs, mais même les plus vieux, il y a des artistes hein, des fois. Oui, Donc, faire un atelier coloriage au milieu d'un jeu de rôle, c'est original. c'est un classique. Là, on arrive aux archétypes. Je vais passer rapidement dessus parce que voilà, il y a son classique, le chevalier de l'épée d'argent. Qui a des pouvoirs de frappe et qui est accompagné d'une petite fée. C'est pour ça qu'elle est mise en évidence à côté. Oui, en fait, pour chaque archétype, on va voir le suivant par exemple. Il y a un objet, soit pas forcément un héritage, ça peut être un objet de leur équipement, qui un petit peu les définit pour illustrer. Donc le chasseur, il a un poignard magique. Donc on a mis son poignard. Donc le chasseur, c'est un chasseur de sombre cœur. Donc voilà, il est pas très poli quoi. On va dire ça pour être poli juste. La princesse, donc de sable brûlant. Donc tous les archétypes viennent d'une région différente, ce qui te donnait un petit peu l'impression au début sur la Ouais, mais là je vois pas que c'est un Ouistiti en héritage, ça ressemble pas à un Ouistiti. Voilà. Mais par contre, elle a une flûte de Pan dans son équipement qui permet à ses expressions, comme l'expression de bravoure, de porter beaucoup plus loin et d'affecter tous ses alliés. Et donc elle empêche les gens de battre en retraite. Elle va galvaniser les troupes. Donc elle a aussi le pouvoir de l'expression de courtoisie qui permet j'ai envie de dire, de charmer des personnages et de les amener dans son camp en fait. Ouais, mais celle-là, on va pas passer notre temps à la sauver comme toutes les princesses dignes de jeux vidéo. Alors, le premier scénario, on la sauve quand même. Elle rejoint le groupe parce qu'elle est en danger. D'ailleurs, le scénario, il est téléchargeable gratuitement sur le site. Le magicien. Donc le magicien qui envoie des éclairs magiques et qui peut activer un bouclier qui protège le groupe. Donc il est très très puissant parce qu'il a le bâton des vents, donc est le pendant du bâton de feu qu'on a vu avant, mais qui lui permet de maîtriser tous les sorts qui a trait à l'air. En fait. Et effectivement, le bâton n'est pas le même. Exactement. Le pirate. Par contre, sa feuille de descriptif est un petit peu mal en point. Oui, il a subi un naufrage et il a perdu la mémoire du coup. Pour représenter ça, une partie de son historique a été déchirée. Et on peut retrouver le morceau qui manque dans un des scénarios qui sont disponibles en fait. Donc on peut suivre un petit peu son aventure. Donc lui, pareil, axé sur la ruse, un personnage très très mobile, très équilibré. Et puis là, on arrive aux règles du jeu proprement dites. Avec deux magiciennes qui jouent aux échecs. Alors, en fait, ce ne sont pas des magiciennes, ce sont des sorcières parce qu'on les reconnaît à leur chapeau pointu. Et là, cette illustration, elle est assez intéressante. Il y a plein de petits détails à voir. Je sais pas, par exemple, si tu regardes la magicienne de gauche,
En bas, elle est assise sur une sorte de grenouille, en fait. Tu vois, on voit les yeux. Il faut vraiment la distinguer. On voit derrière la citrouille, donc ben voilà, on sait que c'est ambiance Halloween, quoi. Et puis la sorcière de droite, sur son chapeau, je sais pas si tu vois, il y a un slime. Alors là, la référence, faut vraiment la voir. Donc ça, c'est l'illustrateur Mousse, hein, qui l'a casé là. C'est tiré d'un animé ou d'un manga qui s'appelle La sorcière tueuse de slime depuis 300 ans. Enfin, tu vois le nom à rallonge. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être mettre une petite vidéo comme ça pour les gens qui ne connaissent pas. Et après, tour de jeu alors. Alors, tour de jeu. Tour de jeu, encore une fois, du simple. Les personnages peuvent faire une ou deux actions et se déplacer. Donc les déplacements, on l'a dit, c'est sur des plateaux de jeu avec des cases. Plateau de jeu, c'est un jeu de rôle ou un jeu de plateau? La critique habituelle. Et après, bon, il y a plein de jeux, notamment Donjons et Dragons, qui jouent avec des cases. Là, c'est poussé dans le sens où l'inspiration, c'est vraiment les jeux comme par exemple HeroQuest, où tu joues sur des cases. La dimension jeu de plateau, c'est hyper important quand tu joues des combats, je trouve. Parce que ça te permet de voir où sont les personnages très facilement, ça te permet d'avoir d'éviter d'avoir des joueurs qui se téléportent d'un bout à l'autre de l'action sans cohérence. Et puis d'avoir vraiment de la tactique, de l'encerclement, de l'évasion, une guerre de position en fait. Donc ouais, les déplacements, bien sûr les sauts, les chutes qui vont avec, les actions, les différentes actions qu'on peut entreprendre, les attaques, les tirs. Donc là on voit, hein, c'est vachement tactique avec des lignes de vue. Donc là les joueurs de plateau ils s'y retrouvent, je pense. Les réactions, donc ça c'est quand on se fait attaquer, et puis les effets néfastes. Ben voilà, dans tous les jeux vidéo, même la série des Baldur's Gate, je prends par exemple, tu as l'effet sur ton personnage qui va lui affliger un super malus, et tu vas les cumuler, et il va falloir trouver comment les enlever, quoi, en fait. Exemple de partie. Alors ça, exemple de partie, il y a beaucoup de jeux de rôle où tu n'as pas d'exemple sur les règles. Là, au moins, tu as un détail. Et cette partie-là, elle est vraiment tirée du scénario qui est dans le kit d'initiation, qui est ce qui est téléchargeable gratuitement. Et on a l'explication détaillée de tous les jets de dés. La partie équipement. Ça c'est intéressant. Là, la première page, oui, forcément. Forcément, tu as envie de l'arracher et de partir avec. Oui, s'il y a un sac à dos plus loin, ça m'intéresse encore plus pour tout prendre. Les équipements, alors encore une fois, j'aime bien les jeux où tous les équipements sont dessinés, tout ça. Non, c'est des jolis dessins, ça fait des petites cases sympas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que, en fait, c'était des pions, en fait, puisque comme on joue sur des cases, on a les pions qu'on peut imprimer ou photocopier si on a le livre comme toi là, et ça permet de les découper, de les poser sur les cases. Donc tu as tué un monstre, tu as le loot qui va tomber et les joueurs peuvent venir récupérer la bourse d'or, la pierre de lune, etc. quoi. Donc après voilà, il y a la mercerie pour avoir les habits, des armures, l'armurerie avec toutes les armes possibles imaginables. Avec une notion spéciale sur les armes à poudre qui viennent de l'archipel des lunes et donc qui permet qui sont un peu puissantes, on va dire. L'apothicaire. Oui. Alors l'apothicaire, pourquoi il y a tout ce détail? Il y a beaucoup de choses quand même. Parce qu'en fait, l'idée derrière l'apothicaire, c'est de mettre en place un système de craft, ce qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo. Que moi perso je déteste, enfin je sais pas toi si tu... ramasser tant de fleurs... Voilà, pour pouvoir créer tel objet. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en jeu de rôle papier, on va dire, ça marche super bien. Tu as la quête où tu vas collectionner tous tes objets, et au bout d'un moment, tu as tout ce qu'il faut pour faire la potion magique, le somnifère, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on va pas trouver dans la partie équipement beaucoup de potions. Là, on a 5 potions qui peuvent être achetées sur le côté. Même 6 avec le fameux sirop pour la gorge qui est hyper important pour les magiciens. On va le voir. Mais
la plupart voilà, des potions doivent être craftées. En fait. Et donc maintenant l'auberge. Mmh. Là, c'est appétissant. Ouais, donc en fait l'auberge, on en trouve bien sûr dans tous les jeux de rôle, mais dans les JRPG, comme alors, Secret of Mana encore une fois, mais si je prends par exemple les Final Fantasy, tu vas aller dormir et tu récupères tous tes points de santé, de vie, tout ça. Donc là, c'est exactement le même principe. Mais bien sûr, c'est étoffé avec tout ce qu'on peut acheter comme boisson, comme repas, voilà. Et on a vu l'apothicaire pour le craft. On imagine bien qu'il y a certaines potions où il faut par exemple du sirop de myrtille ou ce genre de choses en fait. Donc tu présentes ça aux joueurs, ils ne sont pas au courant que là, parmi ces pages-là, il y a des composantes de sort en fait. La quincaillerie, avec tous les objets. Tiens, tu cherchais un sac à dos. Et je pense que ton œil est surtout attiré à droite là par le chapitre pouvoir, avec la magicienne. Là, ce coup-ci, c'est une magicienne, elle n'a pas de chapeau. Ouais, qui affronte des créatures pas très très jolies. Ouais, des morts vivants, tiens. Il ne viendrait pas de sombre cœur, ceux-là. Enfin bref. La magicienne, tu vois, la magicienne, elle est. Si on zoome par exemple sur son grimoire, on voit qu'il y a un petit cœur en mode kawaii. Et ça, c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait eue avec Mousse, le dessinateur, sur l'aspect design qu'on allait mettre. Donc, il voulait faire du manga, de l'animé manga. Et dans la représentation des personnages, il voulait mettre du chibi. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les personnages chibi. Les grosses têtes et petits corps. Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'était pas d'accord. Moi, je voulais plus me rapprocher d'un Dragon Quest hein, dans le design. Dragon Quest, c'est le dessinateur. Akira Toriyama, celui qui a fait Dragon Ball aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, on n'était pas forcément d'accord. Et puis après, lui, il voulait absolument intégrer une petite partie en chibi. Puis du coup, il a fait ce personnage qui est toute mignonne. Et alors, elle n'a pas une énorme tête, mais on va dire c'est ce qui reste en gros de nos discussions, si tu veux. C'est assez marrant. Mais ouais, c'est une de mes illustrations préférées. Ça. Tu vois la bataille avec la magicienne en plein milieu. Petite anecdote, le sort n'est pas dans les pages qu'elle lance, n'est pas dans les pages qui suivent. C'est drôle. Alors les pouvoirs, donc les frappes, on a vu, qui sont maîtrisées par le chevalier. Donc tout ce qui est attaque au corps à corps en fait. Le truc intéressant, il y a la frappe tournoyante qu'on voit en bas à droite. L'inspiration, par exemple, c'est Zelda, en tout cas dans Zelda 3. Moi, je me suis arrêté au 3, je ne sais pas si tu as fait les autres. J'ai fait Ocarina of Time principalement. Tu peux charger ton épée et tu frappes tout autour de toi et ça repousse tous les monstres. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'il y avait, donc une sorte de super attaque au corps à corps. Mais bon, ça peut toucher aussi tes alliés. Les tirs, donc avec tous les tirs possibles, imaginables, le tir de crochet. Alors là, l'inspiration pour pas mal de techniques de tir, c'est le jeu de plateau Space Crusade. Après Request, il y a eu Space Crusade, je crois, qui est sorti. Tu vois ce que c'est ou pas du tout? Exactement, oui. Donc il y avait ces armes, les armes des Space Marines qui permettaient de tirer un petit peu sur toutes les cases, et du coup je me suis un petit peu inspiré de ça en fait. Les expressions. Alors les expressions, donc on en avait un peu parlé, c'est pour tout l'aspect roleplay, donc celui qui maîtrise les expressions, il a un bonus pour ce qui est du marchandage, la négociation et autres, mais ça offre aussi un pouvoir sur la foule autour de toi en fait, et sur ton groupe. Donc les expressions qui ont par exemple une note de musique affectent tous ceux qui t'entendent autour de toi en fait. Les sortilèges, donc là, tous les sortilèges assez diversifiés, ils sont tous rattachés à un élément. Hein. Il y a des sortilèges de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Ça explique les icônes à chaque fois, quoi. Ouais, tout à fait. Ça permet de voir, par exemple, le bâton des vents, tous les sorts de vent lui permettent d'avoir un bonus, en fait. Par contre, j'ai l'impression que la case de chaque pouvoir est à peu près de la même taille que sur les feuilles de personnages. Oui, exactement. En fait, alors ça c'est marrant. Les cases, l'idée c'était de faire des cartes pour les découper puis les coller sur les feuilles de personnages. Mais après j'ai rajouté les petits papillons et du coup et puis aussi les logos là qu'on voit et du coup c'était plus vraiment possible. Mais j'ai gardé les mêmes dimensions.
Ce qui fait que tu peux te l'imprimer, te les découper et ça rentre. Puis c'est instinctif, tu vois tout de suite que ça va là sur ta feuille de personnage en fait. Les ruses, ça te connaît. Donc voilà, beaucoup de choses axées sur les déplacements, sur la feinte. Et on voit les petits icônes de pas qui permettent d'avoir des... C'est des ruses qui permettent d'avoir des déplacements gratuits. Quand tu actives ta ruse, tu as un déplacement en plus en fait. Et là on arrive aux recettes. Donc les recettes, donc la partie craft qui permet d'avoir des potions ultra puissantes, de la poudre magique, et donc un somnifère, le fameux sirop pour la gorge, que je pense que je vais devoir reprendre parce que je commence à plus avoir de voix. Les rituels, donc les rituels c'est des sortilèges, mais qui nécessitent des objets, de faire des actions spéciales en plus du rituel et de la, je veux dire de la formule magique en fait. Et puis on arrive à la partie légende. Attention, spoiler. S'il y a des joueurs, faut qu'ils arrêtent de regarder la vidéo maintenant. Non? T'es pas d'accord? Bon. Ils ont le droit de voir, c'est ça? On a le droit de découvrir. Ouais, mais là, il risque de se gâcher une petite partie de l'histoire. Après, les maîtres du jeu s'adapteront, je pense. Alors, le chapitre légende, donc, qui commence par cette magnifique ruine avec cette fresque gravée dessus. Où j'ai l'impression que j'ai des personnages qui ont l'air un peu qui se dessinent au loin. C'est difficile à deviner. Je vois l'arbre, je vois une espèce de truc à l'écaille, un personnage en haut à droite, une espèce de... Il y a un dragon. Une espèce de sirène en bas à gauche. Alors en fait, l'illustration d'origine qui était prévue pour cette page-là, c'est pas du tout celle-là. D'ailleurs, je vais te la montrer. Tu vois, c'est en fait un dessin à une sorte de gravure. L'idée, c'était de faire une gravure avec, on trouve différentes régions. Tu vois, on a un endroit un peu forestier, un peu maritime, donc qui va correspondre à ce qu'on va voir par la suite. Le souci de cette illustration, en fait, c'est qu'elle tranche avec toutes les têtes de chapitre qu'on a. Les autres têtes de chapitre, à chaque fois, on a un voyage dans la forêt, dans la campagne. Et là, on arrive sur cette image. Et du coup, je ne l'ai pas retenu, on en a discuté avec Mousse et il a repris vraiment le graphisme qu'il a intégré dans la ruine qu'on voit là. Et je trouve que ça va super bien, en fait, ça rend super bien. Ça ne veut pas dire que la première illustration qu'il a faite, je ne vais pas m'en servir plus tard. Mais en tout cas, du coup, on l'a pas mis dans le livre. En fait. On regarde la partie verdure qu'il y a sur les autres illustrations. Ouais. Et je trouve que ça se marie mieux avec le reste, en fait. Et puis là, on attaque l'histoire du royaume. Donc, qu'est-ce que je peux dire rapidement? Tétra, tiens, l'histoire de Tétra. Qu'est-ce que c'est que Tétra? Tétra, en fait, c'est le nom de la reine des fées. Et à l'origine de l'histoire, en fait, la reine des fées, elle combat la magie noire et elle a été défaite, elle a été vaincue. Et là où elle est morte, a été créé le royaume de Tétra, en fait. Et donc, la magie noire, elle est quand même restée. Et les filles de la reine des fées, donc c'est des fées qui maîtrisent les 4 éléments, en fait. Elles sont restées à combattre la magie noire. Certaines ont été un peu corrompues, en fait. Et donc... on arrive à la région, on arrive sur la description du Baron Noir, là, qui est un petit peu l'antagoniste des joueurs, qui est le grand méchant, sans trop en dévoiler, mais sa région a été un petit peu corrompue, c'est des marais, on imagine qu'il y a des morts-vivants. Lui, il a l'air d'avoir une grande soif de sang. Et donc son nom de Baron Noir, ça permet de un peu l'anonymiser, on ne sait pas trop qui c'est. Mais tiens, est-ce que tu as une idée de quel est son véritable nom? En tout cas, j'ai l'impression d'être dans Castlevania. Ben oui, c'est exactement ça l'inspiration. C'est du pur Castlevania. Alors, son nom, en fait, c'est tout simplement Sombrecoeur, puisque c'est le seigneur de Sombrecoeur, en fait. Donc, en fait, on le connaît dès le début. Sauf que, voilà, il y a une intrigue derrière. Est-ce qu'il est vraiment méchant? Est-ce qu'il n'est pas légitime à en vouloir au roi de Tétra? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on laissera les gens découvrir, en fait. Et puis après, là, on arrive sur un chapitre ultra secret, c'est les royaumes secrets. On a vu qu'il y avait le royaume de Perce Nuage, de Sable Brûlant, etc.
Mais en réalité, il y a des royaumes qui sont cachés dans l'univers. Donc le royaume sylvestre, dans les forêts, eh ben, il y a la reine des fées, l'une des filles de la reine des fées, pardon, qui est la dryade représentante de l'élément de la terre. Elle a avec elle, ben, on voit des licornes, des petites fées clochettes, etc. Le royaume sous-marin, donc avec à sa tête Ondine, donc la fée qui représente l'eau. Ben, tu vois, il y a des sirènes, des pieuvres. Le royaume souterrain, dirigé par la fée Salamandre, donc ben, le feu, avec dans des galeries des gnomes qui ont une technologie avancée, qui maîtrisent les machines à vapeur, donc on va dire qu'ils sont d'un niveau technologique steampunk. Ils ont des mechas. Hein, je sais qu'on va souvent réclamer un jeu avec des mechas. Ben, là-dedans, il y en a, en fait, dans le royaume. Des gnomes, des farfadets, des lutins, on pourra les incarner aussi. Ah oui, ben, ça c'est une très bonne question. J'ai pas mis de notion de race dans la création des personnages, j'en voulais pas. On se crée un personnage, il a une origine, c'est ce qui te définit, ton origine, tu vas avoir des dons, des héritages, mais tu vas pas, comme dans les autres jeux, choisir de jouer un elfe, un nain. D'ailleurs, il n'y a pas de nain et d'elfe. Par contre, si tu as envie de jouer, je sais pas moi, un homme-chat, tu peux, quoi. Il n'y a pas de souci, les règles le permettent. Le royaume des géants. Le royaume des géants, donc c'est un peuple qui vit dans les montagnes et qui écrase tout ce qui est petit. Donc, et c'est là où on a les monstres les plus puissants. On va y croiser par exemple des dragons. Ah, encore des pièces d'or. Ah, la carte secrète est pleine de pièces d'or. Elle te plaît? Les contours surtout. Elles ont du succès. Parce que ce qu'il y a au milieu, il y a guerre ration. Hein. Et oui, et ça c'est la carte qui est à destination des maîtres du jeu, qui montre tous les endroits, les lieux cachés de l'univers. Et donc là on voit que sous l'eau, tout l'espace vide qu'on voyait sur la première carte, il y a tout un royaume, le royaume sous-marin qui est immense. On voit les galeries du royaume souterrain. On voit que dans les forêts, il y a plein d'endroits qui ont attrait aux fées. Et on voit tout au nord, dans les montagnes, il y a des nids de dragons, il y a des citadelles, il y a des villages d'ogres, etc. Tu vois, des cyclopes, une cité de cyclopes. Donc là, si tu veux envoyer tes joueurs dans des zones dangereuses, tu sais où elles se trouvent en fait. Les objets magiques, donc ça c'est les objets qui ont trait souvent aux héritages. Alors, il y a aussi certains objets qu'on va trouver sur les monstres. Donc là, bon, on va pas trop dévoiler le truc. Tiens, si, un truc. La baguette magique, oui. Elle est inspirée d'une série de livres dont vous êtes le héros. Alors je sais que tu es fan de livres dont vous êtes le héros, tu en as beaucoup. Oui, effectivement. Alors, ça te parle ou pas? Alors, là, on va voir si tu es vraiment très très fort en termes de livres de vous êtes le héros. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert un, le problème est là. Quoi. Ah, c'est sur les couvertures. Oh. Ah. Bon, je te le dis. Écoute, oui. Alors c'est la série des sorciers mages d'art. Ah, Astre d'or. Astre d'or, oui, c'est ça. Astre d'or, ouais. Astre d'or, les sorciers mages d'art, c'est dans l'univers de Loup solitaire, oui. Très, dans le pays du Magnamune, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, donc, avec Mousse, on est très fan de cette série. Quand j'ai commencé, alors c'est moi qui l'ai dessiné, la baguette, et je me suis dit, allez, je fais quoi comme baguette? Est-ce qu'on part sur une baguette à la Harry Potter, à la Willow, si tu veux? Puis on s'est dit, ah non, Astre d'or. Et là, on s'est dit, ouais, allez, bingo. Donc après, on retrouve les objets des héritages. Là, la magie noire. La magie noire, alors comment dire? Donc, ok, on est dans la partie spoil, mais là, il faut vraiment que tu fermes les yeux, parce que là, c'est hyper dangereux pour toi. Sûr? Ouais, ferme les yeux. Ok. Je tourne les pages vite fait. Ok, je ferme les yeux. Tac. Oh là, c'est quoi? Ah ouais, t'avais dit que tu fermais les yeux. Non mais, tricheur. Voleur. Non. En fait, alors là, il y a une carrière cachée dans le bouquin. Donc on a vu qu'il y avait 5 académies. Et là, il y a une 6e académie qui est l'initiation à la sorcellerie. Alors, pourquoi elle est là? Pourquoi je l'ai mise là? En fait, c'est tout bête. Quand on a fait la mise en page, il restait une colonne. On n'avait pas d'illustration à mettre à cet endroit-là. Et
je me suis dit, tiens, j'ai une colonne, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, j'ai juste la place pour rajouter une académie sur la sorcellerie, mais je laisserai au maître du jeu la discrétion de la laisser accessible aux joueurs ou non, en fait. Parce que normalement, c'est vraiment les méchants qui pratiquent la sorcellerie, puisque la magie noire est maléfique. Et là, voilà, tu pourrais jouer une méchante sorcière, par exemple. Alors après, on a quelques recettes et quelques rituels qui a trait à la magie noire. Donc, oui. Donc on peut contrôler des zombies, du coup. Ah ouais, tu peux ressusciter, tu arrives dans un cimetière, tu ressuscites tout le monde et voilà, tu as une armée avec toi. Ça me dit quelque chose. Après le truc commun à tous les sorts de magie noire, c'est qu'ils utilisent comme composante du sang, en fait. Alors que côté magie classique, je crois, à part peut-être la potion de force, normalement il n'y a pas de sang. Parce que c'est très mal vu. Les secrets de sorcière, alors là on arrive encore plus dans le spoil. Là c'est les clés pour le maître du jeu, pour masteriser, on va dire, le jeu en fait, avec des notions... fuir le plateau de jeu. Bah oui, fuir le plateau, c'est bête, mais quand tu joues sur un plateau de jeu, mais que tu fais du jeu de rôle, rien ne t'empêche de t'enfuir, quoi. Et donc, il y a comment tu le gères en tant que maître du jeu. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu dans l'histoire de fuir le plateau de jeu? Est-ce que les joueurs fuient l'action, fuient l'adversité, puis fuient le scénario quelque part, auquel cas là, ils sont un peu pénalisés. Donc voilà, c'est expliqué. Il y a jouer sans plateau aussi. Donc là, si tu es un figuriniste et puis que tu as des décors en 3D, tu vas jouer avec un mètre ruban. Donc le plaisir n'est pas le même. Tu perds la notion de case, tu vas la remplacer par un déplacement en centimètres ou en pouces. Et le seul pouvoir qui est affecté, alors il y a les pouvoirs avec zone d'effet, là tu peux découper des gabarits en carton pour voir l'effet des explosions et autres. Mais le seul pouvoir qui repose vraiment sur les cases, c'est la frappe en diagonale. Et du coup là le texte pour le coup est remplacé. Et puis on termine par les secrets de la magie. Alors les secrets de la magie, c'est que les sorciers et sorcières et les magiciens, tous leurs pouvoirs magiques sont rattachés à une formule magique et qui doit être prononcée autour de la table. Et les mots qui composent cette formule magique ont une signification. Par exemple, Zantar, le mot Zantar fait appel à la magie noire. Le mot Zanto va faire appel à la magie blanche. Le mot Ret va faire appel à la terre. Donc, un magicien, même s'il est face par exemple à un sorcier qui lance un sort, si le joueur a de l'expérience, il va entendre le sortilège adverse et il va savoir si c'est de la magie noire ou pas. Il va savoir de quel élément il s'agit. Et donc, ça va lui donner pas mal d'indices. Ouais, donc c'est un langage spécifique pour la magie. Et oui, tout à fait. D'où le sirop pour la gorge. Parce que si tu peux plus parler, tu peux plus envoyer de sang. Forcément. Donc les grimoires, les livres de recettes, donc là je passe vite fait, il n'y aura pas grand chose à en dire, c'est pour distribuer aux joueurs. Non, puis là ça m'intéresse beaucoup plus. Les récompenses et évolutions, voilà, il n'y a pas de point d'expérience. Donc les récompenses, ça va être des objets, ça va être des titres et de nouveaux pouvoirs qui vont te permettre d'augmenter tes caractéristiques directement en fait. Donc c'est très simple et donc c'est en fonction des actions des joueurs, tu vas gagner tel ou tel événement. Et au bout d'un moment, quand tu as assez de papillons, tu vas pouvoir débloquer des capacités spéciales et avoir, on va dire, alors le pouvoir ultime, c'est l'énergie prodigieuse. Donc là, tu vas devenir vraiment ultra puissant. On va dire, c'est le stade, on va dire, fan game, quoi. Quand tu arrives là, ton personnage, il est équivalent d'un niveau 20 sur du Donjons et Dragons, en quelque sorte. Le bestiaire. Animaux. Le bestiaire, donc il y a un niveau d'agressivité. Donc c'est en gros l'aggro que tu as dans les jeux vidéo. Est-ce que le monstre il t'a détecté, il va t'attaquer tout de suite? Est-ce qu'il est neutre et qu'il se balade dans la campagne? Est-ce que c'est un de tes alliés qui va se battre à tes côtés? Et il y a une notion en plus, c'est l'allié fidèle. L'allié fidèle, c'est par exemple le Ouistiti de la princesse. Ça va être un personnage que le joueur va jouer. C'est-à-dire qu'il va jouer
son PJ, mais il peut jouer les PNJ qui lui sont fidèles en fait, parce qu'ils leur sont totalement loyaux, ils sont prêts à mourir pour lui en fait. Et donc dans une dimension tactique, ça a un intérêt puisque tu vas pouvoir positionner ces personnages. C'est pas le maître du jeu qui va les mettre sur le plateau, c'est vraiment les joueurs qui vont pouvoir jouer avec, quoi. Il y a alors une petite astuce, les tokens qui sont proposés, je vais en mettre quelques-uns, ils ont tous, alors c'est subtil, hein, ils ont tous un cadre de couleurs qui représente soit ce sont des alliés, soit ils sont neutres, soit ils sont hostiles quand le cercle est rouge, soit ils viennent de tel ou tel royaume en fonction de la couleur en fait. Ah, il y a du butin. Oui, il y a du putain, bah, il y a du loot, et donc forcément chaque monstre ou PNJ, bah, il a son équipement, et puis il est susceptible de laisser tomber quelques piécettes. Alors les créatures, elles ont des dons qui sont vraiment spécifiques, qui ne sont pas forcément accessibles aux joueurs, qui leur permet voilà, d'avoir un avantage tactique. Et puis après, on va avoir, alors ça c'est le chapitre qui nous a demandé le plus d'efforts en matière d'illustration, en termes le bestiaire, hein, donc les animaux, ok, et après les personnages présentés par royaume, donc le royaume de Tétra avec, on va dire, tous les royaumes humains, donc humains, je mets des guillemets, l'archipel des lunes, sable brûlant et autres. On va avoir les soldats, routuriers, brigands, seigneurs, et puis après le royaume sylvestre. Donc avec à chaque fois un gros monstre, donc le Tréant par exemple, c'est un token qui va prendre plusieurs cases. Ouais, parce que là, ils ont la même taille que les autres. Hein. Ouais, alors justement, on va voir sur les scénarios qui sont proposés, on met les planches avec tous les tokens rappelés, avec la bonne taille. Et puis, dans les logiciels de Virtual Tabletop, de table-jeu virtuel, Roll20, Let's Roll, tu peux dimensionner le pion comme tu veux. Donc on peut imaginer que la petite fée, ok, elle fait une case, mais elle pourrait être une fée gigantesque aussi. Le royaume sous-marin, tu vois, avec la sirène et la pieuvre dont on parlait. Le royaume souterrain avec les gnomes. Donc eux, tu vois, ils ont des mechas. Ils ont des mechas et donc ils ont des machines. Il y a des araignées géantes aussi qui se baladent dans ces tunnels. Donc, voilà. Et puis le royaume des géants avec les monstres, on va dire les plus difficiles à battre. Le monstre le plus puissant, le dragon, et le monstre le plus faible, le zombie. Et donc là, on arrive bien sûr au chapitre conte. On continue quand même avec les scénarios. Tu veux aussi voir les scénarios, j'imagine. Ah, sauf si tu veux vraiment pas tout spoiler non plus. Non, on va passer peut-être vite fait dessus. Non, ce que je peux dire sur les scénarios, c'est que l'inspiration, c'est des contes français, en fait. Parce que dans beaucoup de jeux, tu as l'inspiration mythologie nordique et autres. Et là, je me suis dit, non, on va axer sur les légendes de France. Et notamment là, en l'occurrence, pour le livre de règles de Franche-Comté. Et la Wivre, alors la Wivre, on en voit dans toutes les régions, enfin, on entend parler des légendes de Wivre dans toutes les régions de France, mais cette légende-là, c'est une légende de Franche-Comté. Et donc, bien sûr, pour cette première mise en bouche, on va dire, pour les joueurs, ça va être d'aller combattre la Wivre qui terrorise un village, en fait. Donc voilà, ça commence avec des scénarios classiques. Donc on voit, il y a les plateaux de jeu, il y a la disposition des plombs. Donc là, on est vraiment comme dans un jeu de plateau, hein, ce que tu nous disais, avec tous les pions ou les posés. Là, les joueurs vont devoir éviter des sentinelles et puis récupérer des objets dans la forêt, jusqu'à aller combattre des brigands. Et puis donc il y a deux scénarios. Hein. Il y a le premier scénario, l'âne et le brigand. Deuxième scénario, Harry et l'escarboucle. Alors Harry, c'est pas Harry Potter. Je parlais des légendes. Harry, c'est une légende du pays de Montbéliard. La tante Harry, c'est une fée en fait. Dans le pays de Montbéliard, il y avait bien avant le Père Noël Coca-Cola rouge, il y avait déjà une Mère Noël et qu'on appelait la tante Harry, qui est une fée qui se promène avec son âne en fait. Et donc quand tu te balades au marché de Noël tous les ans sur Montbéliard, tu peux croiser ce personnage-là qui se balade dans les rues en fait. Ouais, c'est pour ça qu'ils construisent sa cabane à chaque fois. Ouais, c'est ça. Noël, ouais. Donc voilà, ça c'est on va dire la dernière scène le dernier scénario du bouquin. Il y en a deux. Donc un plateau de jeu immense. Oh, il y a une boule de poil à côté là. Oui. Alors le chacha. Alors, Chacha, t'as pas joué à Secret of Mana, mais c'est directement un clin d'œil au Chacha de Secret of Mana,
qui est en gros le marchand ambulant qui apparaît à toutes les sorties de donjon ou avant de rentrer dans le donjon, il va t'amener les potions qui te manquent et tout ça. Et donc ben, on a décidé de le mettre. Ça va être un personnage récurrent qu'on va recroiser dans d'autres épisodes. Et alors, je suis triste parce que la mise en page, là, tu vois, on n'a pas pu le mettre de plein pied. D'ailleurs, ben, je vais en profiter pour mettre l'incrustation. Et du coup, voilà, c'est un personnage assez mythique des joueurs de Secret of Mana, où bah, tu es content quand tu le vois parce que bah, il a toujours la potion qui te manque, l'objet qui te manque, quoi. Et il est assez intéressant parce que on voit là, il a un drapeau un petit peu japonisant. Et puis si on regarde ses équipements, il a une arme qui n'est pas décrite dans la section équipement, qui est le katana. Donc on imagine que c'est peut-être un samouraï, par exemple. Oh, ça s'appelle Excalibur. Excalibur, c'est ça? Ouais, Excalibur, son épée. C'est peut-être un ninja. Il sert le shogun, tout simplement. Non, le shagun. Le shagun, oui, le shagun, c'est ça. Voilà. Tant que t'es pas un chapardeur. Pas mal. Elle est pas mal. Bon, on change de chapitre. On change de chapitre, c'est le bon moment, je crois. Et donc, on va terminer vite fait le scénario sans trop spoiler. Bah tiens, les pions. Les pions dont on parlait. Effectivement, les tailles sont pas toutes les mêmes. Hein. Voilà. Et bah, l'idée, c'est ils sont tous rappelés là, comme ça tu imprimes ou tu photocopies ta planche de pions. Tu as les objets, les personnages que tu vas rencontrer et les parchemins que tu dois donner aux joueurs. Et puis après, les plateaux de jeu. Donc, les plateaux de jeu qui sont, voilà, pareil, à imprimer. Il y a une version extérieure, une version intérieure. Ouais, pour les bâtiments, avec ou sans toit. Comme ça te permet un peu de cacher ce qu'il y a dedans. Alors, un truc, c'est que, tu vois, j'ai fait des plateaux de 7 cases sur 9. C'est le maximum que je pouvais mettre sur une page A4. J'avais l'option de faire des carrés, par exemple, mais j'aurais bouffé du papier pour rien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre le maximum d'espace. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti un petit peu sur cette dimension-là, en fait. Et je trouve que ça rend pas mal. Et pour le premier scénario, j'ai mis tous des plateaux de campagne, puisque, comme je l'ai dit, on voit beaucoup de verdure dans les illustrations. Ça permet, tu fais tes scénarios sur le voyage, et tu as un petit peu tout ce qu'il faut, en fait. Tu vois, le campement, la forêt, les lacs. Et puis, on termine par quelques gabarits de sortilèges. Donc, que tu peux utiliser. Donc, tu imagines, si tu joues sans cases, pareil, tu peux les découper, les poser. Ça fait aussi son effet, quoi. Donc voilà, on a tout vu, on a tout terminé. J'ai encore une question oui. ou deux. Oui. Parce que en fait, tes cartes, les cartes du monde de Tetra. Oui. Elles sont sur 2 pages dans le livre. Oui. Ah oui. Ouais, quand. Disons que si tu veux le présenter aux joueurs, c'est plus compliqué. Alors, il y a 2 options. Alors, première option, déjà, on a un site sur lequel on peut les commander en poster. Alors je crois que tu trouves la carte normale, je crois pas que tu trouves la carte secrète, il faudra que je vérifie. Mais on peut acheter le poster pour quelques euros. Et puis l'autre option, c'est j'ai avec les scénarios et donc avec le livre de règles, des packs, ce que j'appelle les packs VTT, donc pour table jeu virtuel, avec tous les fichiers dedans. Donc tu peux te l'imprimer, tu peux le partager sur ton pack VTT où il y a le plan et la carte du. J'imagine que tous ces liens sont dans la vidéo. Ouais, c'est sur le blog, mais je les mettrai en description de la vidéo. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour. Ah, Non. Ah, t'avais promis une surprise à la fin. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, pour ceux qui sont restés à la fin, en fait, les dés qui sont tout au début, on va peut-être remettre la page. Les dés qui sont au début, en bas, là, il y a ces 3 dés là sur tous les scénarios qu'on va trouver. Et les 3 chiffres forment un code. Et ce code, c'est le mot de passe qui permet, quand tu télécharges le fichier de VTT, d'avoir tous les pions, les plateaux qui sont dans le bouquin ou dans le scénario que tu as acheté. Donc là, tu peux aller télécharger le zip avec toutes les illustrations des scénarios du livre de règles en faisant 427 en fait. Tout simplement. Jackpot. Ça valait le coup de rester jusque-là. C'est ça. Bon, voilà, on a tout vu. Merci à tout le monde. Merci à tous. Maintenant, vous pouvez mettre pause régulièrement. Faites défiler tout, image par image, pour découvrir le livre des règles en intégralité. Non, mais ah oui, comme ça, il n'y a pas besoin de pirater le PDF, c'est ça que tu veux dire?
Comme ça, oui, effectivement. Après, ils peuvent acheter le livre. Ah non, mais bien joué, non, mais t'es vraiment un voleur, toi. Oui, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à partir. Merci pour ce livre, c'est gentil. Je n'ai Voilà. plus qu'à disparaître et je vais le faire dédicacer par Mousse. Allez, bon, bah merci, au revoir.